Regardez ces images, elles sont à peine croyables. Elles résument la gravité de la situation ce soir à Marseille. Un immense panache de fumée visible depuis le centre-ville. Le feu qui s'est déclaré à la mi-journée n'est toujours pas maîtrisé. Sa propagation est favorisée par le Mistral et par la sécheresse. Emmanuel Binet et nos équipes sur le terrain. D'immenses flammes dévorent tout sur leur passage. Jusqu'à ce quartier résidentiel, en quelques minutes à peine, cette maison s'embrase. Une dizaine au total ont été touchés. Tuyaux d'arrosage à la main, ces habitants tentent de sauver leur maison. Ah voilà, c'est mieux avec le pommeau. Hein. Ces pompiers viennent leur prêter main forte, mais dans certains quartiers, ordre d'évacuer pour ces Marseillais. Les flammes sont venues presque devant la maison et j'étais obligé de quitter les lieux, de partir. Sans rien. Sans rien. On voyait les flammes, la fumée, on n'arrivait plus à respirer. Les services d'urgence ont fermé certains axes. Dans les airs, les largages s'enchaînent. Ce Marseillais, bloqué, assiste impuissant à la scène. Je ne sais pas si chez moi ça va cramer ou pas. Et je suis inquiet aussi pour mes voisins parce qu'il y en a qui sont à la maison, qui ont sûrement été évacués. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, je ne sais pas ce qui va se passer. Un incendie visible partout dans Marseille. Le Mirabeau. C'est l'apocalypse en face de chez moi. Au loin, on voit les flammes là. Elles se rapprochent. Oh là là. Le Vieux-Port disparaît lui aussi sous les fumées. En cause, une voiture en feu ce matin sur cette autoroute située au nord de Marseille. Poussée par des rafales à 90 km/h, les fumées engloutissent ces voitures. Impressionnant. Sur la route, notre équipe reçoit une alerte au confinement. Cet habitant a respecté la consigne et nous envoie ces images. Des flammes de plusieurs mètres de haut, tout près de son jardin. Ce vent véhicule des flammèches qui ont déjà occasionné plusieurs départs de feu à proximité immédiate des maisons, donc on est extrêmement inquiet. Inquiétude aussi pour les 720 pompiers mobilisés. 9 ont été blessés et la météo ne va pas s'améliorer. Le risque, c'est bien la poursuite de conditions météorologiques difficiles qui vont probablement permettre au feu de sauter ici et là de quelques mètres, de quelques dizaines de mètres. Et donc, il faudra être réactif pour aller tout de suite tuer ces reprises de feu. Pour accueillir les 400 personnes évacuées, 4 gymnases ont été mis à disposition. Et depuis ce midi, l'aéroport de Marseille-Provence, le 4e de France par le nombre de passagers, est fermé. Tous les vols ont été annulés ou déroutés. L'espace aérien est réservé en priorité aux Canadair qui combattent l'incendie. Des milliers de passagers attendent que la situation se débloque. Mathieu Perrault et Frédéric Mera sur place. Des avions de ligne cloués au sol pour laisser toute la place aux Canadair. Sur le tarmac ou dans les airs, priorité absolue aux moyens de lutte contre l'incendie. Depuis 12h12 précisément, le 4e aéroport de France est à l'arrêt. 9000 passagers qui devaient partir sont impactés. Les vacances commencent mal. Notre vol qui devait atterrir ici à midi a été dérouté sur Nîmes. Nîmes, on nous a mis dans un bus qui nous emmenait là. Et d'ici, on ne peut plus rien faire parce que tous les vols sont annulés. Pour certains, les trajets déjà compliqués Londres, Doha et Melbourne virent au casse-tête. Donc on attend un bus et un transfert sur Nice. On ne sait pas où on va dormir. Au point information, c'est la question qui revient le plus. Et ils vont vous proposer sûrement une réservation d'hôtel ou quelque chose. Voilà. Mais pour beaucoup, il faudra sans doute se résigner. On est obligé de dormir sur place, il n'y a pas d'hôtel de disponible. Évidemment, on n'a pas 1200 lits à fournir à l'ensemble des passagers, mais on est là pour faire en sorte que l'ensemble des commerces, des restaurants restent ouverts, que les équipes soient mobilisées toute la nuit. 39 arrivées et 48 départs ont déjà été annulés aujourd'hui. L'espace aérien restera fermé tant que le balai des Canadair devra continuer. Autre conséquence de ces incendies, la gare Saint-Charles est partiellement fermée. Les trains en direction du nord et du sud-ouest, notamment vers Paris et Lyon, sont annulés. Retrouvons sur place en duplex Tristan Vartagnan.
C'est une situation de pagaille ici à la gare Marseille-Saint-Charles. Des centaines de voyageurs attendent désespérément le départ de leur train. Mais la circulation est interrompue dans les deux sens sur demande express des pompiers car les flammes sont aux portes de la ville et menacent directement les rails. D'ailleurs, l'entreprise a demandé l'évacuation de tout son personnel qui travaille sur les voies. La SNCF demande aux voyageurs de ne pas se rendre en gare et de reporter leur voyage. À l'heure à laquelle nous parlons, 400 personnes ont été évacuées. L'incendie a détruit plus de 700 hectares. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est attendu à Marseille vers 22h30, alors que la situation sur place est très loin d'être maîtrisée. Ce que nous a confirmé le maire de Marseille que nous avons joint il y a quelques instants. Écoutez. On a demandé aux habitants du 16e de rester à la maison, de rester confinés, de fermer les volets. Nous avons ouvert des gymnases pour que les personnes qui ne pourront pas regagner leur domicile ce soir puissent être prises en charge. On va prendre soin d'eux. J'espère qu'il y en aura le moins possible, mais elles seront prises en charge. Ça n'est pas terminé. On va avoir une nuit à passer. J'espère que les conditions vont revenir climatiques, vont se calmer pour qu'on puisse réellement avoir la maîtrise de la situation. Partons à présent sur un autre front tout aussi redoutable. Autour de Narbonne, un gigantesque incendie a déjà parcouru 2000 hectares de forêt. Les témoins ont observé des flammes de 50 mètres de haut. Depuis plus de 30 heures, sans relâche, les pompiers se battent pour tenter de maîtriser le feu. Ignacio Bornassin, Brieux-le-Turmy et Valentin Boulet ont passé la journée en immersion à leur côté. Une immense fumée blanche surgit de la forêt. Le signal angoissant d'un nouveau départ de feu dans le massif de la Jonquière. En quelques minutes seulement, les colonnes de véhicules se déploient autour du brasier. Les hélicoptères larguent 1500 litres d'eau à chaque passage et ouvrent la voie. Il faut que tu montes. Monte ici. Aux équipes au sol. Nous sommes aux côtés d'une colonne de pompiers venus en renfort du Gers. Chaque seconde compte. Il faut éviter que le vent se lève et que ça puisse se propager à ce qui n'a pas été brûlé. Difficile de progresser sur ces terrains escarpés, emportant ces lances de plusieurs kilos. Au bout de longues minutes d'effort, les flammes ont disparu, mais le danger est loin d'être écarté. On sent encore beaucoup la chaleur, on a encore un peu de mal à respirer à cause des fumées. On se rend compte qu'en fait le sol est extrêmement chaud sous nos pieds et qu'à cause de ça, les reprises de feu peuvent être extrêmement rapides si le sol n'est pas noyé en abondance d'eau dans les minutes qui suivent. Là on peut voir qu'on est sur la bonne voie, mais il faut rester vigilant tant qu'il y a du vent et tant qu'il y a encore ces fameuses braises au sol. Une lutte contre les incendies sur plusieurs fronts. Plus au sud, c'est la ville de Bages qui est menacée. Les pompiers parviennent pour l'instant à garder les flammes à distance. Mais ici, les fortes chaleurs et la végétation abondante inquiètent les soldats du feu. Tout est sec, on a du vent, des conditions pas du tout favorables pour nous. Donc là, il faut être très attentif, très vigilant. On n'est pas à l'abri qu'on aperçoit des sauts de feu. Les collègues sont derrière, on essaye de faire la tenaille, on va voir. Là aussi, la stratégie consiste à noyer toutes les lisières. Mais à peine ce mouillage terminé, qui doit se diriger vers un autre point de cette vallée, car les reprises de feu peuvent avoir lieu partout. 1000 pompiers luttent ici sans relâche contre les flammes et seront encore cette nuit en première ligne sur le front des incendies. Et dans ces circonstances exceptionnelles, la population fait preuve d'une solidarité remarquable. C'est le cas de ce restaurateur ambulant qui a offert des repas aux pompiers mobilisés. Écoutez-le. C'est pour remercier les pompiers d'être là pour nous et de combattre le feu tous les jours et de toujours être présents pour nous. Vous avez une idée de combien de burgers, sandwich vous avez préparé là depuis le début de la journée? Aucune idée, mais j'en ferai autant qu'il faudra. C'est plus qu'exceptionnel. C'est très rare d'avoir des gens comme ça qui veulent bien nous donner un coup de main. Donc, ça fait énormément de bien au moral. Le préfet de l'Aude estime qu'il faudra plusieurs jours pour maîtriser tous les foyers. 14 Canadair, Dash et hélicoptères ont été mobilisés. Des renforts en hommes venus de Roumanie sont arrivés aujourd'hui pour aider les pompiers français. Sophie Chevalreau et toutes nos équipes sur le terrain. Dans ce massif, tout est déjà calciné, mais la lutte est loin d'être terminée. Le sol est encore chaud. Ce sapeur-pompier veut nous montrer l'effet du vent qui souffle sur les braises. Voilà. Là, si vous avez 50 ou 60 km/h de vent, en fonction du vent, s'il vient à tourner, ça peut aller sur les maisons.
C'est justement le vent, couplé à une forte chaleur et à un faible taux d'humidité, qui pousse les flammes et alimente le feu depuis hier. L'incendie a parcouru 2000 hectares, parti du nord de l'abbaye de Fontfroide jusqu'à la ville de Bages, au sud. Ce soir, il progresse toujours, mais plus lentement. Pourtant, sur place, le préfet partage son inquiétude concernant cet incendie et ceux à venir durant tout l'été. C'est un feu qu'on peut considérer comme parmi les plus gros feux de ces 10 dernières années. Il est loin d'être fixé. Tout le monde comprendra qu'effectivement, il est probable que la période va être compliquée. La situation ne va pas s'améliorer. La bataille se mène également dans les airs. Du produit retardant est largué pour maîtriser la progression de l'incendie. En soutien aux sapeurs-pompiers venus de toute la France, des pompiers roumains sont arrivés aujourd'hui en renfort. Certaines équipes déjà mobilisées ici dans l'Aude ont dû partir dans le département voisin de l'Hérault, où plusieurs nouveaux feux viennent de se déclarer. Et dans l'Hérault, précisément, l'autoroute A9 qui avait été fermée hier puis brièvement rouverte est à nouveau coupée dans les deux sens entre Sète et Agde. Après de nouveaux départs de feu, 850 pompiers sont mobilisés en ce moment même. Retrouvons tout de suite l'une de nos envoyées spéciales sur place, Aurélie Herel. Un incendie est en train de ravager une pinède attisée par un vent violent. Vous voyez ces panaches de fumée derrière moi. Plusieurs centaines d'hectares sont actuellement menacés. C'est un des 3 incendies qui se sont déclenchés dans l'Hérault et cela arrive au pire moment. Le soir, nous avons vu passer un hélicoptère bombardier d'eau, des Dash, mais avec la nuit, les moyens aériens devront cesser et il a fallu trouver des hommes. Et le préfet a pris la décision de couper l'autoroute. Vous le voyez, aucun véhicule ne circule car il y a un risque que des brindilles enflammées atterrissent sur l'autoroute ou que des automobilistes soient pris dans des fumées. Ces dernières heures, les flammes ont continué leur progression. Les 550 habitants de Bages, au sud de Narbonne, ont vu l'incendie se rapprocher. Le village est presque cerné par le feu. Comment les habitants vivent-ils ces heures angoissantes? De quels moyens disposent-ils? Lise Coix, Fabrice Hamzel et Aurélie Herel ont passé la journée avec eux. Panache de fumée aux portes du village. Bages, devenu fantôme. Ces rues, privées d'habitants. Tous ont eu pour consigne de se confiner. Ceux qui s'aventurent dehors surveillent. Regardez de loin, vous voyez? Dès qu'il fait un coup de vent qui force, hop, la fumée remonte. Il ne faudrait pas que ça saute, parce que là-bas, il y a une grosse épidèmie. Et depuis ce matin, là, ça reprend tout le temps, là, depuis ce matin. Partout autour de la commune, la nature dévorée par le feu. Rappel constant de la menace d'un nouveau brasier qui oblige certains à prendre des mesures extrêmes. Attends, j'arrive Lolo, j'arrive. Comme déplacer d'un haras 4 chevaux affolés, difficiles à guider. Hier, et les gros, on peut pas les faire rentrer. Ils ont vu les flammes de près. J'ai pas envie d'avoir à vivre ça, ils ont eu très peur. On prend pas le risque. On s'inquiétait un peu des fumées aussi. Et il y a quelqu'un qui nous a proposé un terrain en bord d'étang. Loin des fumerolles, quand d'autres en sont encore très proches. Les flammes se sont arrêtées à quelques mètres de la maison de Sophie. Évacuée hier, elle revient, mais avec appréhension. Je ne suis pas persuadée que je puisse m'endormir, pour moi personnellement. Il y a encore un petit peu la peur, hein. Moi je vois de la fumée encore et tout ça, donc l'inquiétude elle est encore un petit peu là. Hein. L'espoir de ses habitants, que le vent se calme enfin. Les rafales devraient diminuer à la nuit tombée. Ces dernières heures, certains ont perdu le fruit du travail de toute une vie en quelques minutes seulement. Au moins 6 maisons ont été détruites, ainsi qu'un centre équestre et un vignoble. Antoine Bourdarias, Aurélie Herel et Théo Thomas ont rencontré leurs propriétaires. Écoutez leur témoignage. À peine de retour chez elle, Karine s'active. Tuyau d'arrosage à la main pour éteindre les dernières flammes qui bordent toujours son terrain cet après-midi. Sa maison a été sauvée de justesse, mais sur sa terrasse, presque tout a été détruit. Il y avait tout ce qui est matériel de piscine. Bon, ma piscine, il n'y a plus rien. Tout mon mobilier, il n'y a plus rien. Tout ce qui est à moi, il n'y a plus rien. Au total, dans le département de l'Aude, une dizaine de bâtiments ont été touchés par les flammes. Comme cette maison, devant laquelle s'est rendue notre équipe. Elle a été intégralement détruite. La toiture s'est tout simplement effondrée. Il y a même encore de la fumée à l'intérieur. Tout est calciné, fondu. Et à quelques mètres des autres maisons, il y a encore même quelques flammes. À quelques kilomètres de là, le terrain d'Arnaud
lui aussi est calciné. 260 hectares, partis en fumée. Honnêtement, c'est descendu en 10 minutes. Vers 15 h hier, les flammes se dirigent très rapidement vers son domaine. Mais Arnaud n'évacue pas les lieux. Il reste avec les pompiers pour les guider sur sa propriété de 300 hectares. De toute façon, je ne pouvais pas partir. Ils m'ont dit mets un masque de ski, une cagoule, une veste et reste avec nous. Devant notre caméra aujourd'hui, il tient à saluer leur courage. Je suis tellement admiratif de ce qu'ils ont fait parce que quand je vous dis, le feu, moi j'étais à 15-20 mètres, je l'entends, je sens le souffle, la chaleur et je vois des camions partir dedans. Enfin, et grâce à ça, on a encore tout. Un quart des vignes d'Arnaud ont également été détruites dans l'incendie. Ce soir, sa propriété est hors de danger. Vous avez vu dans le ciel leur balai incessant, les Canadair, les Dash, les hélicoptères bombardiers d'eau. Ils jouent un rôle déterminant dans cette guerre contre les incendies. Comment leur action est-elle synchronisée? Quel est leur rôle précis? Sylvain Milenvois, Nicolas Martineau et Élise Kousmac. C'est un combat aérien que la France mène contre les incendies. Dans les airs tout l'été, jusqu'à 76 appareils de la sécurité civile luttent contre les flammes. La stratégie nationale du feu de forêt en France, c'est de pouvoir agir très rapidement et avoir une attaque massive des feux naissants. Grâce notamment au célèbre Canadair qui peut embarquer 6 tonnes d'eau, l'équivalent de 2 piscines olympiques, et toucher les flammes souvent plus vite que les camions. Mais aussi le Dash, qui lui peut larguer 10 tonnes d'eau ou du liquide retardant l'incendie, environ 3 piscines olympiques, mais il doit se poser au sol pour recharger. Une quarantaine d'appareils de reconnaissance, des avions, mais surtout des hélicoptères, permettent eux de repérer les débuts d'incendie. Selon la sécurité civile, 5900 feux ont ainsi été circonscrits depuis le début de l'année. Difficile pourtant de répartir les appareils sur le territoire français. Si vous engagez tous les moyens à ce moment-là sur une seule et même zone, vous risquez de défavoriser justement les autres départements qui sont sur un risque sévère important. Alors pour diminuer ce risque, la France loue des bombardiers d'eau, avions comme hélicoptères, 16 au plus fort de l'été. Pourtant, aucun appareil ne peut voler jour et nuit. C'est maximum 60 largages par jour pour un Canadair et maximum 8 heures de travail pour un pilote de Canadair. Ils ne peuvent pas voler la nuit, pour la bonne et simple raison que déjà d'une part, lorsque vous faites des largages, vous devez avoir une visibilité maximale. C'est pour ça que parfois, même en cas d'incendie majeur, les Canadairs ne peuvent pas larguer, tout simplement parce que la fumée est trop épaisse. Donc de nuit, ça reste impossible. En revanche, pas de méthode figée dans les opérations de jour. Chaque incendie est géré au cas par cas, avec de l'eau ou avec ce liquide rouge retardant la progression des flammes. Les phases de retardant permettent de mettre en place des barrières qui ralentissent l'avancée du feu. Elles sont beaucoup utilisées, notamment pour protéger des habitations. On l'a vu à Narbonne hier. Sur ce site d'ailleurs, près de 170 largages ont eu lieu ce lundi. La Méditerranée toute proche, permettant aux Canadair de remplir leur cuve plus vite. Ces incendies interviennent en pleine saison estivale dans l'une des régions de France qui compte le plus de campings. Des milliers de vacanciers étaient déjà sur place. Que vont-ils faire et que vont faire les professionnels, hôteliers, restaurateurs? Reportage à Gruissant et à Narbonne d'Amandine Creffe, Julie Subit et Zenaba Diallo. La fumée aux portes des maisons de vacances. À Narbonne, Maëlle et Nelly sont arrivées il y a seulement quelques jours. Elles n'osent plus quitter leur gîte et suivent avec anxiété les allers-retours des hélicoptères. On est assez stressés parce que hier déjà on ne pouvait pas rentrer facilement, on a failli laisser la voiture et rentrer à pied. On a préparé un petit sac, nos affaires les plus importantes et on est prêt à partir dès qu'on nous dit partir, on est prêt quoi. Normalement, ce gîte devrait être complet, mais de nombreux vacanciers n'ont pas pu venir. J'ai dû fermer des chambres. On a même eu des échos comme quoi on devrait peut-être évacuer. Voilà, on est sur le qui-vive en fait. Un peu plus loin, dans la commune de Gruissant, le restaurant de Laetitia ne se situe qu'à une vingtaine de kilomètres de l'incendie. Alors, le pavé était moi. Pas de sauce à maïzette. D'habitude, à cette période, sa brasserie fait le plein. À midi, en haute saison, on peut faire jusqu'à une quarantaine de couverts. Là, je crois que je suis à entre 20 et 25 couverts, quoi. On a un peu peur, on est station balnéaire, les touristes doivent arriver. Donc c'est vrai que c'est un peu inquiétant. À peine arrivés, ces touristes réfléchissent déjà à changer de destination. Ça impacte nos vacances, on se demande si on ne va pas rentrer plus tôt. Parce qu'avec le vent aussi qui est présent, pour moi c'est stressant avec les enfants, quoi. On a peur de s'engager sur des visites et de ne pas pouvoir
rentrer et être bloqué en location. Ce soir, la lutte contre l'incendie entre Narbonne et Bages se poursuit. La préfecture de l'Aude demande aux habitants des quartiers de Réveillon, Roche-Grise et Montplaisir de rester confinés. Il y a 3 ans, presque jour pour jour, un gigantesque incendie, le plus important en France depuis 70 ans, ravageait 20 000 hectares de pinèdes à Landiras, en Gironde. Plus de 4 000 pompiers avaient été mobilisés. Aujourd'hui, quelles sont les mesures prises sur place en matière de prévention et de lutte contre les incendies? Qu'avons-nous appris de ce drame? Réponse de Sarah Francesconi et Alexandra Viera. On va partir plein nord sur 2,5 km le long de la D115. Ok, on y go. 37 degrés à l'extérieur et un taux d'humidité très faible. Des conditions propices à un départ de feu. Tous les après-midi, aux heures les plus chaudes, les pompiers se déploient dans les massifs forestiers pour réagir le plus vite possible en cas de départ de feu. Chaque seconde compte, c'est comme pour le secours à personne. Et l'avantage d'être ici sur le territoire, directement dans le massif, va permettre de nous rendre encore plus vite sur le terrain. À tout instant, cette unité peut être appelée pour contenir un incendie. On règle le débit, on règle le jet, on règle la portée et la percussion à chaque fois. Les pompiers s'entraînent sur cet étang pour ne pas gaspiller de précieux litres d'eau. Au moment de l'alerte, aucune place pour l'hésitation. Chaque geste doit devenir un réflexe. Là, on va tester différents jets de lance pour voir la portée, pour savoir quel jet on va choisir par rapport au travail qui sera demandé. Dans la région, tous les pompiers gardent en mémoire les incendies de 2022. 30 000 hectares de forêt étaient partis en fumée, soit 3 fois la taille de la ville de Paris. Cette année, les conditions météo sont similaires, mais les pompiers sont mieux équipés, avec 22 camions-citernes flambant neufs, conçus pour affronter des conditions extrêmes. On a connu 2022, tous les éléments sur lesquels on était perfectibles, on les corrige, on s'entraîne, on manœuvre, on apprend des gestes. En fait, on répète des gammes comme un musicien ferait ses gammes. Nous, on répète nos manœuvres pour que ça devienne un exercice facile et un réflexe pour aller en intervention. À quelques kilomètres de là, les patrouilleurs bénévoles surveillent eux aussi la forêt. Là, c'est vert encore, hein, regarde André. 90% des feux ont une origine humaine. Ces volontaires jouent un rôle de dissuasion. Des gens malveillants, de dire qu'ils ne sont pas tout seuls en forêt et qu'ils peuvent tomber sur quelqu'un qui risque de les voir en train d'essayer de mettre un incendie. Si on trouve quelque chose d'anormal, on peut informer les gendarmes. Avec ces conditions caniculaires, les pompiers le savent, cette saison estivale sera particulièrement rude. Ce soir, 5 départements restent classés en risque élevé d'incendie. Vous les découvrez, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse et le Gard. On attend dans les prochains jours, presque partout en France, une nouvelle vague de chaleur. D'autres régions pourraient-elles être touchées? À plus long terme, le dérèglement climatique va-t-il redessiner la carte des incendies? Réponse de Marius Renaudet et Didier Pireschi. Un soleil de plomb, des températures jusqu'à 32 degrés et des rafales à 90 km/h. Les conditions idéales au développement de cet incendie dans les Bouches-du-Rhône, capturé par satellite. La canicule du mois dernier aura fragilisé la végétation. Un état de sécheresse inhabituel si tôt dans l'année, notamment dans le centre-ouest du pays et sur le pourtour méditerranéen. Vous voyez la Terre, hein? L'état de la Terre, c'est vraiment de la poussière. Hein. Notre été sera-t-il donc placé sous haute tension? Si on n'observe pas des pluies dans les jours, semaines à venir, on va se retrouver à nouveau dans des journées très critiques d'un point de vue feu. Peu d'averses à l'horizon, mais il y a quand même une bonne nouvelle, le niveau des nappes phréatiques. La situation en ce début juillet est moins alarmante qu'en 2022, où les réserves étaient au plus bas. Une année record, où 90 départements avaient été touchés par les feux de forêt jusqu'en Bretagne. Avec des sous-sols plus remplis, les terres sont un peu moins sèches cette année. Les cours d'eau reprennent vie, comme l'Agly dans l'Hérault, filmé en mars dernier. Aucune période estivale ne se ressemble, alors faut-il redouter plus d'incendies à l'avenir? Avec le changement climatique, d'ici 2100, la saison des feux démarrera plus tôt, s'achèvera plus tardivement, et aucun territoire ne sera épargné. La situation d'alerte que l'on connaît des Pyrénées-Orientales au Var va gagner progressivement l'ensemble du pays, jusqu'aux frontières du Nord, avec une intensité encore plus forte sur le bassin méditerranéen. Ça veut dire que des journées où on a un risque très élevé de départ de feu, comme on a pu l'avoir hier, comme on a pu l'avoir aujourd'hui, ce nombre de jours pourrait être augmenté, être multiplié par 2, par exemple, d'ici la fin du siècle. Reste une inconnue qui pourrait aggraver la situation, le vent.
Météo France ne possède pas d'outils pour prédire s'il sera plus précoce et plus violent.